Moi, je vais faire l'introduction d'ici Oui, peu. OK. Oui, Je viens juste de partir l'enregistrement. C'est parti. Donc, tout le d'accord. monde. Donc, on va débuter tout doucement. Donc, bonjour et bienvenue. Je me nomme Grégoire Lefebvre et j'ai géré de représentant du Centre Franco pour cette formation intitulée L'éducation au changement climatique, pistes et outils pour améliorer la vie des élèves, offerte par la docteure Liliane Dionne. Nous vous remercions de faire confiance au Centre Franco pour vos besoins en matière de formation professionnelle. De notre part, nous remercions le ministère de l'Éducation de l'Ontario du financement qui rend ces formations possibles. Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de présence que j'ai mis et que je remettrai au niveau du clavardage. Je remercie la docteure Liliane Dionne d'avoir accepté d'offrir cette formation. La docteure est professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa depuis 2004. Ses travaux de recherche sont connus internationalement et portent sur les pratiques d'enseignement en sciences et technologies et en éducation relative à l'environnement et au changement climatique. Ces approches de recherche privilégiées sont les méthodes qualitatives et participatives comme les communautés d'apprentissage. Le professeur Dionne valorise la dissémination des ressources, des résultats de recherche auprès des milieux de pratique. Il y aura un tableau qui sera partagé avec vous, qui contient justement l'ensemble de ces ressources. Quelle offre vous partagez? Je vous rappelle que la formation est enregistrée et qu'il serait disponible sur le site web du Centre Franco sous peu. On vous encourage de poser vos questions dans la boîte de clavardage, car vous n'aurez pas accès à votre micro ou votre caméra, vu que nous sommes plus de 340 participants inscrits à la formation. Si vous n'avez pas accès à la boîte de clavardage, c'est sans doute votre CS à bloquer la possibilité de discuter avec les personnes de l'extérieur de votre conseil. Nous ne pouvons malheureusement pas vous aider. Docteur Dionne, c'est à vous. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Grégoire. C'est un grand plaisir là, de vous avoir comme modérateur ce matin, puis d'avoir fait votre connaissance aussi la semaine dernière quand on a fait les essais. J'aimerais d'abord partager mon écran parce que, bon, c'est du visuel, c'est toujours bienvenu. Alors, comme Grégoire vous mentionnait, ma présentation, ma conférence d'aujourd'hui s'appelle L'éducation au changement climatique, pistes et outils pour améliorer la vie des élèves. Et j'aimerais d'abord, voyons, je vais être obligée de faire mes diapos une à une ici avec la flèche, excusez-moi. Je vais faire la reconnaissance territoriale. Donc, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Je pense que je vais recommencer mon partage d'écran, Grégoire, parce que je pense que je n'ai pas cliqué sur l'espèce de petit microphone encore. Je l'oublie tout le temps. Donc, le voici. Bon. Alors, j'aimerais remercier le Centre franco-ontarien de m'avoir invité à faire cette présentation-là aux représentantes et représentants des 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario. Je suis très fière, je me sens privilégiée de pouvoir m'entretenir avec vous ce matin. Sans doute que parmi vous, évidemment, il y a le personnel enseignant si précieux, si important, les conseillers pédagogiques, peut-être des directions d'école, peut-être des gens aussi qui sont dans l'administration scolaire. Alors, à toutes et à tous, une très, très cordiale bienvenue. Puis, j'aimerais aussi féliciter l'ensemble des gens qui sont ici pour la dissémination du français en Ontario et du français au Canada. Je pense qu'on est fiers d'avoir le français comme langue et d'être un pays là, bilingue. Donc, je vous félicite. Comme Grégoire mentionnait, ça pourrait peut-être être difficile d'adresser vos questions, mais moi, j'aimerais vous inviter cordialement
si vous avez des questions que vous n'avez peut-être pas pu m'adresser de quelque façon que ce soit, à m'écrire à mon courriel. Donc, mon courriel, c'est ldion@commercialuottawa.ca. Donc, je vous invite chaleureusement. Et pour les gens qui seraient vraiment passionnés en éducation au changement climatique, je vous invite à communiquer avec moi. J'ai des projets en cours, donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, je lance ça comme ça. J'ai vraiment un peu de misère avec mon avancement de diapo. Alors, c'est certain que cette journée provinciale, c'est sur les STEM essentiellement, mais j'aimerais, oui, dire que oui, on éduque pour, par et dans l'environnement à travers les STEM, mais aussi dans toutes les matières. Et j'aimerais encourager l'intégration des matières. C'est rendu de plus en plus difficile pour une enseignante, un enseignant de compartimenter tous les savoirs et de faire des compartiments. Et les élèves ne sont pas favorisés dans leurs apprentissages quand on fait ce cloisonnement-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à essayer de penser votre pédagogie beaucoup plus en intégration de matières et les STEM, les mathématiques, le français, les langues, tout ça, on peut les intégrer à travers des projets de sens pour les élèves. Donc, je vais vous en parler évidemment plus loin. Je pense que Grégoire a fait ma présentation, donc je ne vais pas nécessairement m'attarder là-dessus, mais juste pour vous dire que avant de devenir professeur à l'Université d'Ottawa, moi, j'étais enseignante au secondaire. J'ai fait près de 15 ans là, comme enseignante au secondaire. Donc, je connais la profession enseignante. Je sais c'est quoi qu'être enseignant et de toute la, toute la complexité de la tâche enseignante. Là. Et vraiment, là, vous êtes dans mon cœur continuellement. Là, je sais comment votre rôle est tellement précieux. Puis, j'aimerais aussi vous dire un peu d'où je viens, parce que, bon, vous pouvez peut-être penser, c'est qui cette personne-là pour venir nous parler d'éducation au changement climatique? Est-ce qu'elle est un modèle d'écologie pour nous parler comme ça? Bien, écoutez, je dois faire amende honorable. Là, je veux dire, les autos électriques, j'ai pas encore d'auto électrique. Oui, je me promène encore en voiture. Je mange de temps en temps de la viande, mais tranquillement, avec toute cette conscientisation-là, j'essaie de m'améliorer. Je pense qu'il faut être aussi des modèles pour nos étudiants et vous, pour vos élèves. Alors, je vous adresserai peut-être une première question, si vous voulez prendre peut-être une feuille de papier ou un petit carnet où vous prenez vos notes, un petit journal de bord. Si vous avez des choses que vous voulez noter tout au long de la présentation d'aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Et j'aurai peut-être aussi des petites questions à vous adresser. Donc, j'aimerais ça que vous vous positionniez par rapport à votre relation avec la nature, avec l'environnement. Qu'est-ce que vous aimez dans la nature? Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous allez, par exemple, faire une balade en nature? C'est quoi les éléments naturels qui vous attirent particulièrement? Est-ce que c'est plus les animaux? Est-ce que c'est plus les plantes, les fleurs? Beaucoup de mes étudiantes, de mes étudiants aiment les arbres, les fleurs, aller se promener dans des parcs. Peut-être que c'est les lacs, peut-être que c'est les rivières, peut-être que c'est la montagne. Donc, d'identifier un peu qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous motive. Ça, c'est important de le définir. Et je pense qu'on peut développer l'amour de la nature, l'amour de l'environnement. Et c'est primordial aussi de le développer chez nos élèves pour l'enseigner aux élèves, pour enseigner cet amour-là aux élèves. Et cet amour-là, évidemment, vous pouvez la développer avec les élèves et la connaissance aussi, la développer avec eux. Là, je vois que j'ai une petite coquille ici parce que je pense que je n'avais pas tout le temps mis la langue française comme étant la langue par défaut là, de ma présentation. Je l'ai fait sur plusieurs diapos, mais des fois, là, ça nous joue des tours puis ça nous ramène à l'anglais, excusez-moi. Bon, comme je vous disais tantôt, je voudrais me présenter davantage pour vous montrer un peu mon parcours. Moi, je suis québécoise d'origine. Ma région natale, c'est le nord-ouest québécois. Et quand j'étais petite, j'allais beaucoup dans la forêt. J'allais beaucoup
toute jeune, j'allais avec mes parents en bateau, j'allais à la pêche. J'aimais beaucoup aussi les animaux. Là, je ne sais pas, il y a du bruit derrière ça. Ça va être difficile si on a du bruit comme ça. Merci. Je vais pas pouvoir me concentrer parce que moi, j'ai un déficit d'attention. Alors, s'il y a du bruit comme ça, c'est certain que je vais perdre le fil puis je vais devoir m'arrêter dans la présentation. C'est dommage parce que je pourrais peut-être pas tout donner, offrir qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui. Donc, merci pour votre collaboration. Donc, je vous dirais qu'à travers mes études, j'ai voulu mieux connaître cette nature qui m'entourait. Puis, c'était vraiment comme très fort en moi, cet amour-là de la nature. Bon, vous me voyez ici à 3 ans, une photo noir et blanc, ça ne me rajeunit pas tellement. On me voit dans les feuilles, là, je ramassais les feuilles avec mes parents. C'est le temps de l'année aussi où on fait ça. Et adolescente, ben, j'aimais beaucoup les animaux. On avait toujours des chats à la maison. Ma mère avait peur des chiens, donc on avait des petits chats. Avec ma sœur, on les câlinait pas mal. Et puis, comme je vous dis, là, c'était vraiment, j'étais souvent dans la nature. Ben, même à l'époque, c'est ça, les enfants étaient tous dehors. Hein, il n'y avait pas de technologie, donc les enfants allaient jouer dehors. C'est dommage que maintenant, ça se perd et je pense qu'on doit rééduquer les enfants à aller à l'extérieur, à aller dehors. Ici, on a une photo justement d'un beau plan d'eau avec une forêt magnifique autour. Je vous dirais que mon amour aussi pour la nature, c'est venu aussi de mon école, de ma scolarisation. J'ai eu en particulier un enseignant en 7e année qui m'a vraiment, qui était en biologie, qui nous a fait faire des apprentissages extraordinaires. Et moi, ça m'a vraiment donné la piqûre, puis je voulais vraiment m'en aller après ça dans ce domaine-là. Et on a fait un projet avec une de mes amies sur l'élevage des souris pour apprendre leurs habitudes de vie. Et ça m'a vraiment, vraiment comme attirée. Et ensuite, ben, dans mes études postsecondaires, j'ai voulu devenir agronome. Donc, je suis allée en agriculture, mais à l'époque, l'agriculture biologique, c'était vraiment à ses balbutiements. Donc, je me suis réorientée en écologie et j'ai fait un baccalauréat en écologie. Donc, je suis écologiste de formation. Puis ensuite, je me suis dirigée en éducation parce que pour moi, c'est vraiment par l'éducation qu'on va pouvoir développer des prises de conscience aux générations actuelles et futures par rapport à justement prendre soin de la nature. Et ensuite, bon, comme je vous dis, durant mon travail d'enseignante, j'ai développé du matériel pédagogique en rapport avec l'environnement et ensuite, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en éducation. Donc, je suis vraiment privilégiée d'avoir eu un poste à l'Université d'Ottawa en sciences et technologies et de pouvoir influencer des enseignantes et des enseignants parce que depuis que je travaille à la faculté, j'ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup de futurs enseignants et enseignantes. Et pour moi, je leur manifeste justement cet amour-là de l'environnement, ce désir de protéger la nature. Et je pense qu'avec notre le curriculum qui a été révisé, il y a beaucoup plus d'éléments d'éducation à l'environnement et au changement climatique. C'est certain que moi, j'aurais voulu en voir davantage dans le curriculum. J'ai même participé à un peu à faire la révision d'une version très avancée du curriculum et j'ai fait beaucoup de commentaires comme quoi je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'éléments par rapport à l'éducation à l'environnement et au changement climatique et qu'il devrait en avoir une beaucoup plus grande présence de ces contenus-là, parce que les curriculums, veut pas, ce sont nos guides qu'on se sert pour enseigner, tant à la formation, à l'enseignement que vous dans les écoles. Alors, c'est très important que ces documents-là soient alignés avec les besoins de la planète actuellement, puis Dieu sait comment on en a besoin. Alors, ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que la littératie climatique, c'est vraiment le point de départ pour s'engager personnellement dans l'intendance environnementale. On le voit partout dans le curriculum, l'intendance environnementale, mais c'est certain que ça nous prend
en premier lieu une prise de conscience qu'il y a des problèmes et qu'on doit s'y attaquer dès maintenant. On doit dès maintenant éduquer à l'environnement et au changement climatique. Et on doit aussi développer notre littératie climatique, c'est-à-dire nos connaissances et notre compréhension de qu'est-ce qui se passe, autant à l'échelle locale qu'à l'échelle globale sur la planète au niveau du changement climatique. Donc, ce qu'il faut aussi vraiment savoir, c'est que les enfants, c'est vraiment très important, c'est l'avenir de la société. Et votre rôle comme enseignante, enseignant, personnel scolaire qui supportez le système éducatif, c'est tellement important le rôle que vous avez. C'est les citoyennes et les citoyens de notre société qui sont formés. Et les enfants ont vraiment besoin de connaître puis de comprendre le monde qui les entoure. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi les amener dehors de plus en plus. Et comme ma collègue Diane Campeau, qui est spécialisée en éducation autochtone, le dit souvent, nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas. Pour aimer quelqu'un ou quelque chose, il faut le connaître par son nom. Donc, je vous ai juste mis ici un petit exemple de, par exemple, une activité qu'on pourrait avoir avec les élèves, d'aller recueillir des petites branches de conifères et de voir la distinction qu'il y a entre un pin blanc qu'on a à gauche, l'épinette au milieu et le sapin à droite. Alors, on voit bien ici les faisceaux, 5 aiguilles par faisceau pour le pin blanc. On voit ici l'épinette avec ses petites aiguilles qui sont réparties sur 360 degrés autour de la branche, avec des petites aiguilles qu'on peut tourner dans nos doigts. Et à droite, le sapin qui a plutôt des aiguilles orientées sur 180 degrés avec des aiguilles plates qu'on ne peut pas rouler là, dans nos doigts. Donc ça, c'est des activités très, très simples, très ludiques, faciles et qui retiennent l'attention des élèves et qui les stimulent énormément. Alors, tous les enfants, évidemment, ont droit à une éducation de qualité et je suis convaincue que c'est ce que vous leur donnez à chaque jour, que vous êtes auprès d'eux. C'est très important, le droit des enfants. Puis, les enfants ont vraiment le droit à cette éducation de qualité, puis à une éducation aussi qui veille à protéger l'environnement de tous les enfants, mais aussi notre environnement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs de développement durable, mais un de ces objectifs-là, si vous allez sur le site de l'UNICEF, vous allez les retrouver. Si vous allez sur le site de l'ONU, vous allez retrouver ces objectifs de développement durable. Et il y a plusieurs articles. Puis ici, on a, bon, évidemment aussi la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est importante aussi à connaître. Donc, un des objectifs du développement durable, c'est l'objectif numéro 4, de l'éducation de qualité. Donc, c'est un des objectifs parmi les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU pour la période 2016-2030, assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Viser l'éducation de qualité signifie développer les compétences transversales des élèves et évidemment des enseignants, celles qui vont faciliter les apprentissages, ouvrir aux enjeux du monde, favoriser l'inclusion et permettre un climat exempt de violence. Donc, très important, cette éducation de qualité. Et comme l'UNICEF et l'ONU viennent de le déclarer, la crise climatique est une crise des droits de l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'éduquer à l'environnement et au changement climatique pour éviter que les droits de l'enfant soient lésés. Je vais vous montrer ici les conséquences qu'il peut y avoir sur du réchauffement climatique sur la vie des enfants. Bien, les enfants peuvent justement, en raison d'aller chercher de l'eau dans certains pays de plus en plus loin de la maison, bien, ils ne vont pas aller à l'école parce qu'ils ont besoin d'aller chercher de l'eau. L'eau est essentielle à la vie. Il y a des familles qui, pour être capables d'arriver, de survivre, de manger,
il y en a qui sont obligés là, de donner ou de vendre leurs enfants en mariage à des âges. Moi, j'ai été sur un comité de thèse dernièrement, des enfants aussi jeunes, des filles aussi jeunes que 9 ans, qui se faisaient vendre pour être mariés à des gens, à des adultes. C'est incompréhensible pour des Canadiens, mais c'est une réalité qui se vit en Afrique et c'est dû beaucoup aussi au changement en raison des changements climatiques. Le trafic sexuel, encore une fois, bon, ça aussi, des enfants qui sont vendus et qui vont se retrouver dans du trafic sexuel d'enfants. Et Madagascar a été l'endroit où on a vu la première famine d'origine climatique en raison justement des sécheresses dues au changement climatique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'effets pervers de ce réchauffement climatique sur la vie des enfants. Et vous connaissez sûrement cette jeune fille très affirmée dans sa lutte au changement climatique, Greta Thunberg. J'aimerais peut-être vous présenter le petit extrait ici que j'ai sélectionné pour vous. Vous me dites, Grégoire, si ça fonctionne bien. Là, je pense que je vais être obligée de sortir du mode plein écran. Attendez, je vais sortir du mode plein écran. Donc, parce que je ne suis pas capable de cliquer dessus. OK. Est-ce que ça vient? Vous entendez? OK. Pas encore, on attend toujours, non? Non. Je Ça vais a bien arrêter. fonctionné. Oui, ça a Très bien bien. fonctionné tantôt. Je vais arrêter ici. Donc, je vais repartir ici mon plein écran. Attendez. Là, vous voyez toujours mon écran? Non, OK. pas pour le moment. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai plein de fenêtres de Teams qui se sont ouvertes sur le côté. Donc, je ne vois plus. Attendez. OK. C'est ça, des fois, quand on veut partager des vidéos, ça prend des petites manœuvres, là. Et Désolée voilà. pour Oui, ça. oui. Vous l'avez. Ça, c'est votre présentation présentement. Parfait. Donc, comme je vous expliquais, on a la responsabilité de donner une éducation de qualité, de permettre aux enfants d'aller à l'école et de lutter contre les changements climatiques. Ça permet aux enfants d'aller à l'école. Donc, c'est important. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école en raison du changement climatique. Il faut penser à ces enfants-là. Et l'éducation est une force très puissante, puis à la source de nombreux changements sociétaux. Puis, il importe vraiment, il importe de travailler avec les élèves à connaître le monde qui nous entoure. Les autres savoirs peuvent se greffer, comme je disais, à ce vaste projet d'aider les élèves en même temps que vous le faites à mieux connaître, comprendre et protéger l'environnement. Puis, le personnel, excusez, je vais juste regarder peut-être, je pense que j'ai une diapo ici. Ouais, le personnel enseignant a une importance capitale, tant au Canada que partout dans le monde. Et la profession enseignante doit être valorisée à son juste titre. De mon point de vue, et je l'ai déjà écrit et je l'ai déjà dit à maintes reprises, le rôle du personnel enseignant est aussi important que le rôle d'un médecin, des médecins. Vous êtes important, vous éduquez à bâtir une société meilleure, vous éduquez à la prévention des problèmes à plusieurs niveaux, vous éduquez les élèves à se garder en santé,
à vivre en société, à développer leurs talents, à protéger la nature. C'est aussi important que le rôle d'un médecin et ça devrait être valorisé autant que la profession médicale, selon moi. Donc, je vais juste revenir en arrière un peu pour vous parler, j'en ai parlé un peu, les curricula sont très importants. Il faut que les curricula soient alignés, que les politiques éducationnelles soient alignées pour intégrer l'éducation à l'environnement et au changement climatique, l'institutionnaliser le plus rapidement possible, et ça à tous les niveaux scolaires et même au niveau des adultes. Et ici, j'ai encore une fois une petite vidéo à vous présenter. Donc, je vais être obligée d'arrêter le diaporama pour vous montrer ça. OK. Donc là, là, vous ne voyez pas mon écran, j'imagine, hein? Non, on te voit comme c'est là. Ouais. Parfait. Bon. Inclure le son. Voilà. Oui, OK. parfait. Donc, je vais démarrer la vidéo, peut-être. Ouais, je vais la démarrer comme ça, si ça vous va, parce que des fois, quand on la met en plein écran, après ça, je ne peux pas avancer à l'endroit où je vais avancer, là. Donc, je vais avancer. OK, c'est ici que je vais avancer. From Education International, and I'm asking you for your perspective on sort Vous of what this entendez, type of Grégoire? education on Parfait. climate change Oui. should look like. Great, thanks so much, Alexander, and thanks also to Saher and Sul for kicking us off in a really good way. And I'm happy to elaborate and add to your reflection. So we're really looking at education as a precondition for understanding how we got here, what's at stake, and what we need to do now. And Education International has agreed on a quality climate change manifesto that outlines the, was it minimum package that Sul called it, what we need to have in place. And we understand quality climate change education to be based on science, but to also address the ethical, the cultural, the political, social, economic dimensions of climate change. And this means that climate change education doesn't shy away from the more controversial issues related to climate change, but it addresses the question of the very unequal contributions of countries. It recognizes that the system is deeply inequitable, deeply unfair. It takes a gender responsive approach. It recognizes indigenous knowledge, and it recognizes that vulnerable populations are the most affected. So this is really a courageous form of education as well, and one that challenges all of us, teachers as well as students, systems as well as politicians. And I think I would want to challenge Sul's point about having to move out of the classrooms, because while I understand what you mean, I think we also need to move back into the classrooms, and we need to reclaim the power of classrooms, the potential of classrooms in really addressing climate change. And I think that means that we need to have this discussion in a way that also recognizes some of the work that is still in progress in really making education equitable and inclusive. And that means that quality climate change education, it requires public education systems, quality public education systems, so that we can really ensure that no student leaves school without being climate literate. Thank you. Bon, alors, les gens des Nations Unies, vous voyez comment c'est très important pour eux
la salle de classe, c'est là que les choses doivent changer, c'est là que les choses doivent se passer dans la salle de classe. Alors, je vais remettre ici. Vous m'entendez bien, Grégoire, toujours? C'est bon? Oui, très bien. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Non? Oui, on voit ton OK, parfait. écran. Parfait. OK, j'ai juste arrêté ça. OK, donc là, je l'ai remis en plein écran. Voilà. Alors, je pense qu'on doit manifester notre besoin que les politiques éducatives et les curricula soient modifiés pour intégrer davantage d'éléments d'éducation au changement climatique et d'environnement. Donc, bon, je ne peux évidemment pas passer sous silence l'importance des perspectives autochtones. D'ailleurs, la Dame des Nations unies l'a mentionné. Ça peut beaucoup nous aider. On peut faire beaucoup d'intégration de matière aussi avec les perspectives autochtones. J'aimerais vous présenter ce concept-là qui nous vient des Andes, de l'Amérique du Sud, qui est la Pachamama. La Pachamama qui veut dire la terre-mère, mama, mère, pacha, terre. Et la terre est notre mère. La terre, selon les indigènes, les autochtones, doit être protégée comme on protège notre mère, respectée et honorée. Et selon aussi, ce qui est intéressant aussi, on peut aborder évidemment ce concept-là avec les élèves, la Pachamama, mais on peut aussi regarder l'histoire des peuples autochtones en Amérique du Nord. Il paraît-il qu'avant la venue des Européens, il y avait autant d'Autochtones en Amérique du Nord qu'il y avait d'Européens en Europe. Mais le fait que les Européens sont arrivés, ils ont amené plein de maladies et ça a créé une vaste dissémination de ces peuples-là. Les gens sont morts par milliers. Mais juste pour revenir à l'histoire de la création de la Terre, donc c'est vraiment l'histoire de cette tortue qui a vraiment aidé à créer le continent nord-américain. Et quand on regarde la forme de l'Amérique du Nord, on reconnaît vraiment la tête, les pattes avant, les pattes arrière de la tortue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a très, très, très longtemps, selon la légende Anishinaabe, les peuples autochtones se chamaillaient entre eux. Il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de désharmonie et de mort et de destruction. Et le grand Manitou, Kichi Manitou, a décidé de nettoyer justement la terre de ces personnes-là parce que, bon, ils ne s'entendaient plus. Donc, il a décidé de faire une grande inondation. Et là, la grande inondation a vraiment comme fait mourir là, tout l'ensemble de l'humanité ou presque, sauf une personne et aussi des animaux, donc une tortue, un huard et un raton. Si j'ai un problème, je rajoute. Merci. OK, donc le rat musqué aussi. Et là, à chacun à leur tour, l'homme a demandé au huard, il a dit, toi, tu es bon pour nager, tu peux aller chercher de la terre dans le fond de l'océan, puis la ramener à la surface pour qu'on puisse recréer la terre. Donc, le huard a essayé, n'a pas été capable. Ensuite, l'humain a essayé lui-même, n'a pas été capable. Il a demandé à la tortue d'y aller. La tortue n'a pas été capable, elle n'avait pas assez de souffle. Et puis, le petit rat musqué est arrivé. Puis là, tout le monde disait, « Ah non, tu ne seras pas capable toi non plus. » Mais finalement, le petit rat musqué a plongé, est allé dans le fond de l'océan, est revenu. Et là, l'humain l'a pris dans ses bras. Il n'avait pas l'air fort. Et là, le petit rat musqué, malheureusement, est décédé dans les bras de l'humain, mais dans une de ses pattes, il y avait un tas de terre. Et là, le tas de terre, la tortue, elle a dit aux autres animaux, elle a dit, mettez-moi le tas de terre sur mon dos et en reconnaissance de ce que le rat musqué vient de faire. Donc, ils ont mis la poignée de terre sur son dos. Et là, il y a eu des grands, grands vents qui ont soufflé et qui ont fait que la terre s'est propagée sur tout le dos de la tortue. Et là, la tortue est devenue le continent nord-américain.
Donc, c'est une très belle histoire qu'on peut reprendre. Donc, les récits, c'est très, très important dans l'enseignement des savoirs, des savoirs indigènes, des savoirs autochtones. Et quand on s'en va dans la nature, quand on fait des excursions avec les élèves et qu'on va, par exemple, prendre des branches de conifères ou qu'on va recueillir des plantes, bon, premièrement, il faut s'assurer, évidemment, qu'on ne va pas détruire là, les plantes, les belles fleurs qui sont là, donc on ne va pas prendre les racines. Et on remercie aussi, on peut déposer un peu de tabac au pied des plantes ou si c'est un animal, peut-être qu'on a pris des vers de terre qu'on amène en classe pour les étudier, on peut mettre un peu de tabac ou aussi on dit que si on n'a pas de tabac, on peut mettre des feuilles de thuya, le fameux cèdre qu'on a dans nos haies. Alors, on peut l'utiliser aussi pour remercier la terre. Alors, j'aimerais maintenant aborder avec vous ce qui se passe actuellement sur la planète. Ce qui se passe sur la planète, ce n'est pas très beau. Chaque jour, on entend, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on soit bombardé de changements climatiques qui dérèglent l'environnement à la grandeur de la planète et qui touchent les humains, mais qui touchent aussi des non-humains, qui détruisent les écosystèmes. Et les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. On l'a vu cet été, on a eu une méchante tempête dans la région ici qui a affecté des centaines et des centaines de foyers et qui a dévasté des grandes surfaces, même jusqu'au nord, jusqu'à Mont-Tremblant. Il y a eu des forêts, là, des arbres abattus. C'est incroyable la force de ces vents-là. Et on voit ces phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents. En Europe, cet été, il y a eu une grande sécheresse aussi. Les agriculteurs ont peiné à produire leurs récoltes. Alors, on a de plus en plus là, de ces phénomènes-là. Et évidemment, ça entraîne des pertes d'habitat, des extinctions d'espèces. Comme disait tantôt Greta, nous serions dans l'ère d'une 6e extinction massive présentement. Donc, il y a eu des extinctions massives par le passé en raison des glaciations. On a aussi la théorie là, du météorite, là, quand il y a eu la disparition des dinosaures. Donc, il y a eu des extinctions massives, mais là, on serait à la 6e extinction présentement et dû pas à des phénomènes géologiques, dû à l'humain. Donc, nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène, une ère où c'est vraiment l'être humain qui change la planète, la surface de la planète. Et la composition de notre atmosphère est en train de changer. La température de l'Arctique se réchauffe à une vitesse alarmante. Puis, la fonte des glaces, il paraît, il y a des chercheurs dernièrement à l'Université d'Ottawa qui sont allés faire des études, qui sont allés prélever des échantillons de glace. Et vous savez qu'il y a des bactéries, il y a des virus qui sont dans la glace et qui sont encore en état d'infecter ou d'opérer. Et le fait que ces glaces-là fondent pourrait entraîner de nouvelles pandémies. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge si on continue ce réchauffement climatique-là. Et on y a goûté avec la dernière pandémie. Là, je pense que tout le monde y a goûté de façon assez notoire. Et nous avons le devoir d'éduquer pour nous adapter, mais aussi, surtout, atténuer le changement climatique. Donc, alors ici, on a la fameuse extinction massive. Puis, est-ce qu'on... j'ai pris ça ici, c'est une journaliste de National Geographic. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait. Elle dit si nous sommes en train d'appuyer sur la gâchette, avec quoi avons-nous donc chargé l'arme? Des milliers et des milliers d'articles scientifiques se penchent sur cette question. Ces munitions ne sont autres que la chasse, l'introduction d'espèces invasives, les évolutions climatiques. Nous touchons à nos standards géologiques. Nous modifions le fonctionnement des océans. Nous changeons la surface de la planète. Nous détruisons des forêts et basons notre agriculture sur de la monoculture. Néfaste pour de nombreuses espèces. Nous pêchons à outrance et la liste est encore très longue.
Nous ne serons jamais à court de munitions avec l'arsenal dont nous disposons actuellement. En fait, la question que chacun devrait se poser est la suivante. Bientôt, les 8 milliards d'humains, puis 9 milliards de gens peuplant cette planète, auront-ils assez de place et de ressources pour cohabiter avec toutes les autres espèces? N'allons-nous pas droit dans le mur en consommant quantité de ressources dont de nombreuses autres créatures ont aussi besoin? Et la journaliste a dit, je n'ai pas de réponse à apporter à cela, mais moi, je pense que l'éducation est notre réponse. Nous devons éduquer à l'environnement et au changement climatique. Bon, c'est bien important de comprendre la situation actuelle, mais c'est bien important de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le changement climatique? Alors, le changement climatique, c'est les variations de température et les conditions météorologiques qu'on voit sur le long terme. Et ce qu'on observe depuis le 19e siècle, c'est que les variations, elles résultent de l'activité humaine et notamment de l'utilisation des combustibles fossiles, nommément le charbon, le pétrole et le gaz, qui produisent ce qu'on appelle les GES, les gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Encore une fois, j'ai une petite vidéo ici à vous présenter. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour pouvoir vous la présenter, cette vidéo. Bon, donc je vais remettre ici mon partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la petite vidéo en la première Oui. page? Oui. Merci, Grégoire. C'est vraiment apprécié. On n'entend pas en ce moment. Il n'y a aucun volume. OK, vous n'entendez pas le son? Non. C'est Oh, ça, on voit OK. l'image, mais on n'entend pas le son. OK, je suis désolée, je vais la reprendre. Lorsque vous jouez des vidéos, c'est important de garder ton son sur l'ordinateur. Comme ça, ton vidéo va jouer avec le son. Attendez un petit peu, je vais juste arrêter ça ici. Ah. Ça m'aurait pris un technicien. Avec toutes les vidéos que j'avais, là, ça aurait été plus pratique de... OK. Alors, ça va marcher, ce coup-là. Voilà. C'est bon, là? C'est pas encore parti? C'est pas encore parti? Vous l'entendez pas, la vidéo? Non, on le voit pas non plus. On le voit strictement. Donc, il faut partager ton écran, ensuite garder ton micro, mettre la vidéo, puis ça va s'écouter. Partager. Est-ce que vous voyez, là, est-ce que vous voyez mon écran? Non, Non. toujours pas. Non. OK. Bon, c'est ça. Là. Ça sent Oui, bien. là, on le voit. Parfait. Excusez-moi. Moi, je vois rien.
Il n'y a toujours pas de volume. Oh non. Ouais, là, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il faut partager l'onglet si c'est comme dans Google. Pourtant, tantôt, ça a bien fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai des petits problèmes. Excusez-moi. Attendez. Partager l'écran. Inclure le son. Inclure le son. C'est ce que je viens de faire, là. Bon, je vais reculer un peu la vidéo. Et là? Oui. Oui, parfait. Bon, parfait. Savais-tu que dans l'espace, il fait très très froid? Les scientifiques estiment qu'il peut y faire jusqu'à moins 270 degrés Celsius. Brrr. Pourtant, la température moyenne sur la Terre est de 15 degrés Celsius. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est grâce à l'effet de serre. Pour comprendre l'effet de serre, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est enveloppée d'une couche de gaz que l'on appelle l'atmosphère. Le Soleil émet de l'énergie solaire sous forme de rayonnement. Une partie de ces rayons viennent frapper la surface terrestre, réchauffant ainsi les sols et les océans. Cette chaleur est ensuite réémise vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. C'est là qu'entrent en jeu les gaz à effet de serre, que l'on appelle aussi les GES. Les principaux sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et le méthane. Ces GES se trouvent dans l'atmosphère. Les GES retiennent la chaleur autour de la Terre. Plutôt que de laisser les rayons infrarouges s'échapper vers l'espace, les GES les emprisonnent dans l'atmosphère. S'il n'y avait aucun GES, la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. La Terre serait donc un bloc de glace. Tu comprends alors que le phénomène de l'effet de serre est essentiel à la vie sur Terre. C'est d'ailleurs pourquoi il existe de nombreux phénomènes naturels qui émettent des GES, comme les éruptions volcaniques, l'évaporation de l'eau et la respiration des êtres vivants. Mais aujourd'hui, certaines activités de la vie de tous les jours émettent des GES. C'est le cas des industries, des voitures et même de l'élevage animal. Ces activités ajoutent encore plus de GES dans l'atmosphère. Et qui dit plus de GES dit plus de chaleur. Cette augmentation de la température dérègle le climat. Comparons les GES à ton manteau. L'hiver, lorsqu'il fait très froid, tu dois t'habiller chaudement pour sortir jouer dehors. C'est un peu la même chose pour la Terre. Elle a besoin de son manteau de GES pour se tenir au chaud dans la froideur de l'espace. Mais si tu ajoutes des vêtements, tu finiras par avoir trop chaud, ton corps va se dérégler et tu ne te sentiras pas bien. Tu auras peut-être la tête qui tourne ou encore mal au cœur. C'est la même chose pour la Terre. Quand il y a trop de GES dans l'atmosphère, cela augmente la température. Lorsqu'il fait trop chaud, le climat de la Terre se dérègle, un peu comme ton corps. Ces dérèglements causent une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations et les ouragans. C'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Sais-tu comment ces dérèglements impactent ta région? À ton tour d'enquêter. OK, alors voici, c'était une petite vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui est très bien faite, qu'on pourra réutiliser évidemment dans la salle de classe aussi. Alors, Grégoire, vous voyez ma présentation diapo qui est revenue. Allô, Grégoire? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Bon, parfait. Je vais le remettre en mode diapo. Comme cela. Il y en avait une autre aussi de Allo Prof, mais je pense que vous avez sûrement bien compris le principe qu'en fait, plus on génère de gaz à effet de serre avec la combustion des fossiles, là, des combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz, bien, plus il y a de GES, plus ça réchauffe, plus on garde justement cette température chaude-là autour de la planète. Ça fait comme une serre, en fait. Mais on a besoin d'un minimum, mais là, il y en a beaucoup trop là, de gaz à effet de serre. Et évidemment, la production de biens et de marchandises contribue énormément à ces gaz à effet de serre-là. Les industries, le transport des marchandises,
J'avais un conférencier, j'ai donné un cours justement d'éducation au changement climatique à des étudiants à la maîtrise au printemps. Et il y avait un conférencier qui parlait que nos fameux Dolorama, là, c'est des produits qui viennent de Chine, qui se promènent en bateau, qui s'en viennent ici. Donc, leur fabrication, leur transport, l'achat qu'on en fait, l'utilisation très brève qu'on en fait, parce que ça se retrouve souvent là, dans les dépotoirs. Alors, tout ça, là, ça génère énormément de gaz à effet de serre. Alors, j'aimerais vous montrer évidemment les graphiques. Ce qu'il faudrait faire d'ici 2030, en fait, c'est qu'il ne faudrait pas dépasser plus de 1,5 degré. Même, il faudrait déjà comme travailler à diminuer les changements, les gaz à effet de serre pour justement qu'on maintienne une température de 1,5 degré, je veux dire une augmentation de maximum 1,5 degré. Et ça serait vraiment le scénario qu'on vise. Mais il y a des scénarios pessimistes qui nous disent que ça pourrait, si on continue comme on est parti là, monter jusqu'à 5 degrés. Et là, il pourrait y avoir vraiment des catastrophes là, terribles, des migrations climatiques, des gens, des pays qui n'auraient plus d'eau, des gens qui seraient obligés massivement de se déplacer dans d'autres pays. Et il pourrait y avoir, bon, on voit qu'est-ce qu'il y a, par exemple, actuellement avec la guerre en Ukraine au niveau des ressources et tout ça. Il pourrait y avoir beaucoup de guerres pour les ressources à ce moment-là et ça serait vraiment une situation très, très, très inquiétante pour toute l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. On ne veut pas s'en aller là, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des grands accords climatiques internationaux qui sont là, qui sont là depuis un bon bout de temps. Donc, même depuis 50 ans qu'on dit qu'il faut lutter contre le changement climatique, mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Vraiment très peu. C'est en 1972 à Stockholm, en Suède, où il y a eu la conférence des Nations unies sur l'environnement. Et il y a eu des ententes signées par les pays pour limiter la hausse de la température mondiale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait depuis ce temps-là. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, le droit à l'éducation, à l'environnement et au changement climatique, c'est une question de droits fondamentaux parce qu'on voit, comme la dame de l'ONU l'expliquait aussi, c'est les enfants les plus, dans les situations les plus fragiles qui vont en subir les conséquences. Puis ça, c'est vraiment, quand on fait, c'est la justice climatique. On doit éduquer aussi à la justice climatique. Peut-être qu'ici, on s'en rend moins compte de ces grands changements. On s'en rend compte, mais imaginez un enfant dans un pays du Sahel, comment il doit s'en rendre compte aujourd'hui du changement climatique. Ça doit être épouvantable. Et sa famille également. Donc, on a des responsabilités. On est les pays les plus riches. On gaspille énormément. On vit, les Canadiens, comme si on avait 4-5 planètes. Là, ça n'a plus de bon sens. Et vous savez qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a aussi une Déclaration universelle des droits de l'humanité qui, en fait, dit que la Terre et les autres espèces vivantes qui vivent sur la Terre ont aussi des droits. Et l'humanité, puis l'humain est le seul à pouvoir faire le choix de ne pas disparaître. Ça lui confère une responsabilité unique. Mais l'humanité, ce que ça dit, c'est que l'humanité est confrontée de manière collective à des défis qui ont trait à la continuité de l'espèce. Ça, c'est nous, là. On est en train de se tirer dans le pied, comme on dit, et ça nécessite une approche inclusive et cohérente pour passer de la vulnérabilité à la résilience. Climat, développement, biodiversité, accès aux ressources, préservation du patrimoine, finalité et gestion du progrès technologique. Ces enjeux sont d'une telle ampleur et d'une telle gravité qu'ils ne peuvent être abordés que de manière collective au moyen de droits et de devoirs qui dépassent ceux des individus. L'intérêt planétaire qui intègre dans un même objectif l'approche anthropocentrée et l'approche écocentrée exige que la priorité absolue soit donnée à la préservation des espèces, y compris la nôtre.
Donc, ça, c'est très important, cette Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et je pense que aussi, en études sociales, c'est des éléments que vous pouvez aborder avec vos élèves tout en conjonction avec l'étude de l'éducation au changement climatique. Vous connaissez probablement le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Bien, souvent, les grands graphiques qu'on voit aussi sur le web, ça vient du travail de ces experts-là. Et selon le deuxième volet du rapport du GIEC de 2022, un développement résilient au changement climatique est encore possible pour eux en consacrant des efforts financiers plus importants dans certains secteurs clés. Et moi, je dirais en éduquant, mais c'est sûr qu'au niveau politique, il faut qu'il y ait des changements de direction qui soient pris. Favoriser la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2, une meilleure gestion de l'eau et de l'irrigation, mais aussi une meilleure adaptation des cultures aux conditions climatiques via l'agroécologie, donc la fameuse agriculture biologique, où je voulais m'en aller quand j'étais plus jeune, la préservation du milieu naturel, la restauration des forêts et des écosystèmes, l'arrêt de l'urbanisation dans les zones côtières, végétalisation des villes, et j'en passe. Donc, vraiment, pour limiter le changement climatique, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. C'est ça que ça veut dire. Et figurant comme une des obligations de l'accord de Paris qui a été ratifié en 2016, l'éducation au changement climatique est un outil pour agir à grande échelle sur les comportements et les choix de société. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'accord de Paris, ici, c'est l'article 12, surtout là, qui parle d'éducation. Et en 92, il y avait l'article aussi 6B qui parlait énormément d'éducation, mais ça fait longtemps qu'on parle d'éducation. Vous allez voir, l'éducation à l'environnement, ce n'est pas nouveau, là, ça date de 1977. Là. Ça fait très longtemps. Alors, vous l'avez ici, justement, l'article 12. Le Canada s'est engagé dans le cadre de l'article 12 à améliorer l'enseignement des changements climatiques. Donc, qu'est-ce qui a été fait là, depuis 2015? Pas beaucoup, pas beaucoup. Bon, un concept aussi qu'on voit souvent, c'est que là, les gens se disent « Ah oui, nous, on fait attention à l'environnement. Ah oui, nous, on est une institution qui fait attention à l'environnement. » Puis Greta Thunberg en parle énormément comme activiste environnementale. Et elle parle de greenwashing ou d'éco-blanchiment. L'éco-blanchiment, c'est le comportement d'entreprises nocives du point de vue social ou environnemental qui tentent de préserver et étendre leur marché en se présentant comme des amis de l'environnement. Tu sais, les fameux, on voit ça dans les épiceries, les commerces actuellement, c'est bon pour l'environnement, ça c'est vert, c'est ci, c'est ça, puis c'est dans le fond, c'est juste pour vendre, dans le fond. Donc, c'est l'acte de transmettre au public des informations déformées dans le but d'apparaître socialement ou environnementalement responsable aux yeux d'un public ciblé. Donc, ça peut être vraiment utiliser des images suggestives, des slogans abusifs, références d'amis imaginaires, absence de preuves et mensonges. Donc, vous pouvez vraiment aussi travailler là-dessus avec vos élèves sur développer la pensée critique. La pensée critique, c'est vraiment au cœur de l'éducation au changement climatique parce qu'il faut développer notre pensée critique pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait actuellement comme société? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il faut se pencher là-dessus. On n'est plus des petits soldats là, à entraîner là, pour rentrer dans le moule puis dans le groupe. Là. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, les 17 objectifs pour l'humanité, pour la planète. Écoutez, il y en a beaucoup. Là, vous pouvez travailler là-dessus avec vos élèves. La question de l'eau est ici, objectif de développement durable numéro 6. La bonne santé, le bien-être, objectif numéro 3. Consommation, production responsable, objectif de développement durable numéro 12. Les villes et les communautés durables, objectif de développement numéro 11. La vie terrestre, le 15, la vie aquatique, le 14, la lutte au changement climatique, évidemment, le 13, mais tout ça, c'est tout relié. Énergie propre et d'un coût abordable. Tous ces objectifs de développement durable-là font en sorte qu'on pourrait travailler peut-être un objectif. Il y a 17, bon, on ne peut pas en faire un par mois, là, mais on pourrait peut-être en faire 2 par mois avec les élèves.
ça pourrait être une belle porte d'entrée pour étudier la justice climatique et éduquer au changement climatique. Alors, le 11 novembre 2020, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution historique visant à inclure le droit à un environnement sain dans les droits de l'enfant. En outre, la résolution appelle à former les enseignants afin qu'ils puissent à leur tour dispenser un enseignement efficace sur les questions et les défis environnementaux. Oui, mais alors, on veut que le système éducatif se mette de l'avant, se mette de la partie pour éduquer au changement climatique, mais tous ont besoin de formation. Les ministres, les gens des ministères ne sont pas nécessairement formés au changement climatique. Les surintendants, le corps professoral, le personnel enseignant, tous, le corps professoral universitaire aussi. J'ai de mes collègues là, moi j'ai fait une présentation à mes collègues, très peu vont éduquer au changement climatique. Donc, ça prend vraiment un sérieux coup de barre à tous les niveaux pour la formation. Et pourquoi former les enseignants? Bien, évidemment, pour que justement cette éducation-là rentre dans les écoles. Et un pas intéressant qui a été fait, c'est à l'Association des doyens de l'éducation du Canada, là, à la CDE, ouais, c'est ça. Donc, ils ont fait un document pour reconnaître l'importance de l'éducation pour un avenir viable et le fait que ça doit être intégré dans la formation des enseignants. Et il y a une citation à la page 4 qui dit que nous reconnaissons que nos actions en tant que faculté, collège, école et département d'éducation sont complices de cette trajectoire critique. C'est une responsabilité sociale et éthique, nous devons agir. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a comme confortée, mais j'ai vraiment hâte de voir comment il faut que le curriculum aussi, les curricula de l'Ontario, les curricula scolaires à travers le Canada aussi s'en aident dans ce sens-là pour que nous, à la faculté d'éducation, qu'on reprenne ces curricula modifiés, adaptés, qui éduquent au changement climatique, puis qu'on puisse éduquer, former les futurs enseignants en ce sens. Alors, tout ça, c'est comme tout interrelié. Évidemment, il y a des joueurs, il y a des universités qui sont plus en avance que d'autres. À l'Université d'Ottawa, comme je vous dis, le doyen Barwell était le responsable du document qui a été fait là. Et moi, je m'attends que dans les 2-3 prochaines années, qu'on ait un micro-programme en éducation au changement climatique à la faculté d'éducation. En tout cas, c'est mon souhait. Puis j'aimerais beaucoup être partie prenante là, de ce programme-là. Et il faut clairement, comme je disais, que l'éducation au changement climatique fasse partie des curricula, des programmes de formation à l'enseignement en Ontario, mais aussi dans l'ensemble du Canada et dans le monde. Puis, selon une étude qui a été faite auprès d'enseignants, c'était quand même beaucoup d'enseignants. Je pense que c'était plus qu'un millier d'enseignants qui ont participé à cette étude-là, qui a été faite ici. Vous avez la référence en bas. Et une des principales doléances des enseignants, du personnel enseignant qui a été consulté dans cette enquête-là, c'est ils trouvaient vraiment qu'il manquait d'expertise et de formation. Il manquait également de ressources sur l'éducation au climat. Puis, évidemment, il y en a qui disaient, bien, l'éducation climatique ne fait même pas partie du programme d'études. Pourquoi j'enseignerais ça? Et il y a même des gens qui disaient, il n'y a pas assez de preuves pour que je l'enseigne. Oh, un instant, là, ça, c'est grave, ça. Ça relève pas de la responsabilité des écoles de couvrir ce sujet-là. Écoutez, donc, je pense qu'il y a vraiment la prise de conscience, elle est vraiment très, très importante. Et je suis contente aujourd'hui si je peux ouvrir des horizons dans ce sens-là. Et c'est tellement des belles pistes pour enseigner aux élèves. Les élèves vont adorer une éducation qui est basée sur le lieu où vous étudiez, par exemple, la rivière des Outaouais et que vous greffez une foule de savoirs autour de ça. Il y aurait de l'histoire à faire, de la géographie, du français, des mathématiques, des sciences et j'en passe, tout en éduquant au changement climatique. N'est-ce pas un projet dans lequel les élèves embarqueraient là, joyeusement et seraient stimulés par un projet comme celui-là?
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les enseignants? Comment qu'on peut vous aider, en fait? C'est vous aider à vous construire des connaissances sur l'écologie, l'environnement, le changement climatique, les enjeux sociaux qui entourent aussi ces contenus-là. Vous aider à développer aussi un état d'esprit optimiste pour éviter l'anxiété climatique. Je pense qu'il faut avoir l'espoir. On est une force, on est ensemble, on va travailler ensemble pour développer cette éducation-là dans les écoles. Il faut avoir confiance en nous et il faut avoir confiance qu'on peut encore changer les choses. Le GIEC nous le dit, les experts nous le disent, c'est le temps d'agir maintenant. Prendre conscience de l'importance des savoir-être, des valeurs et des attitudes comme le goût du beau. Quand on va dans la nature, on se laisse imprégner, le bien-être aussi qu'on a en allant dans la nature et développer évidemment votre pensée critique pour que vous développiez également la pensée critique chez les élèves. Développer des compétences citoyennes en encourageant la collaboration avec les parents et la communauté. Et ça, c'est un des critères gagnants des pratiques en éducation au changement climatique que de créer ces liens-là avec la communauté. Aller chercher des partenaires communautaires qui viennent dans la classe parler de leur expertise. Ça peut être quelqu'un qui travaille à l'usine d'épuration, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, ça peut être quelqu'un qui travaille en pharmacie, un médecin. Invitez des gens dans vos classes auprès des élèves pour parler, pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. S'outiller au niveau des approches d'enseignement pour éduquer à la protection de l'environnement, ainsi qu'aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors, j'aborde un peu des notions conceptuelles, là, comme on fait toujours. Il faut définir c'est quoi l'éducation au changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation au changement climatique, ECC, et l'air, l'éducation relative à l'environnement, ils sont imbriqués. L'éducation à l'environnement relative à l'environnement est beaucoup plus ancienne parce que, bon, en 1977, on ne parlait pas encore nécessairement d'éducation au changement climatique, mais là, les changements climatiques sont devenus tellement importants qu'on parle davantage maintenant d'éducation au changement climatique. Et les ressources éducatives en éducation relative à l'environnement peuvent vous servir. Il ne faut pas juste regarder les ressources éducatives en éducation au changement climatique parce qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup que c'est en anglais aussi. Bon, je m'excuse pour les vidéos que je vous ai présentées aujourd'hui en langue anglaise, mais on n'a pas nécessairement le pendant en langue française. Mais je pense que c'est important d'aller chercher ces outils-là en éducation à l'environnement. Puis, ici, bon, vous voyez, déjà en 1977, la conférence intergouvernementale sur l'éducation relative à l'environnement disait qu'il fallait institutionnaliser l'éducation à l'environnement, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ça a continué le monde de l'éducation est très lent à changer. Donc, c'est vraiment avec votre contribution qu'on va pouvoir apporter ces changements-là. Puis ce que la dame de l'ONU disait aussi, c'est que vous avez une liberté d'éduquer à l'environnement et au changement climatique. Vous avez la liberté de mener les projets avec les élèves pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Vous avez cette autonomie professionnelle très importante. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation relative à l'environnement? C'est un processus permanent dans lequel les personnes et les collectivités vont prendre conscience justement de l'environnement, des problèmes qui l'assaillent, qui vont acquérir aussi les connaissances, les valeurs, les compétences et l'expérience et la volonté d'agir pour résoudre les problèmes de l'environnement. Ça, c'est une définition de 90 qui vient de l'UNESCO. Et quand on parle d'éducation à l'environnement, éducation relative à l'environnement, éducation environnementale, ce sont des synonymes. Et au niveau des principes généraux de l'éducation relative à l'environnement, bien, la première étape, comme je vous l'ai dit même précédemment, c'est vraiment la prise de conscience. Alors, si on dit c'est pas dans le curriculum, les écoles n'ont pas besoin de l'enseigner, il y a toujours eu des changements climatiques par le passé, donc ça, on appelle ça des climato-sceptiques. Là. Je pense que c'est ça, il faut vraiment tout le monde qu'on se donne la main et qu'on prenne conscience de ces dérèglements écologiques-là et de leur impact. Et c'est le premier pas pour développer une pensée systémique.
Ensuite, c'est sûr qu'on doit comprendre, connaître les processus naturels, mais les élèves peuvent tellement nous aider et on peut cheminer avec les élèves dans cette connaissance et cette compréhension. Et vous allez voir comment les élèves vont être embarqués, emballés par cette quête de connaissances. Et évidemment aussi le troisième principe, la responsabilité, reconnaître l'humain comme responsable de l'environnement et de sa survie, de la protection de la nature, des animaux, des plantes. Aussi le quatrième principe, la compétence, habileté d'évaluer et d'agir efficacement sur les systèmes et évidemment la citoyenneté, promouvoir une éthique de réconciliation entre l'environnement et la société. Juste une anecdote comme ça en passant, à un moment donné, j'avais un groupe à la maîtrise. Je donne beaucoup les cours, moi, de méthode de recherche. Donc, ce n'était pas un cours en environnement ou en didactique des sciences. Et il y avait, à un moment donné, je sais pas, on parlait, je pense, un échange informel. Puis là, je disais comment, bon, moi, j'étais allée dans la nature en fin de semaine, puis je racontais un petit peu mes expéditions. Bon, je fais de la mycologie, je fais de l'ornithologie, tout ça. Puis à un moment donné, il y a une personne dans le groupe qui dit, ben moi, j'aime pas ça aller dans la nature, je me sens pas bien, j'aime mieux être à l'intérieur dans un bâtiment, tout ça. Et ça m'a vraiment comme troublée. Je me suis dit, cette personne-là, c'est comme elle est issue de notre système éducatif, puis elle se retrouve dans la vingtaine, dans la trentaine, à ne pas avoir la connexion avec la nature, l'environnement. Puis ça m'a beaucoup attristée de voir ça. Puis je me dis qu'on doit comme vraiment prendre conscience de ça, puis développer le goût de la nature, de l'environnement pour pouvoir le protéger, comme je disais tout à l'heure, puis comme les savoirs autochtones nous le disent, c'est la terre, c'est notre mère. C'est elle qui nous protège. On en a juste une. On n'en a pas d'autre. Alors, l'éducation au changement climatique, c'est une forme d'éducation qui vise à promouvoir l'action climatique chez les personnes et les communautés. Moi, je dirais même en plus qui promeut la justice climatique, faire comprendre aussi les effets de la crise climatique, fournir les moyens de lutter contre les effets de la crise climatique et doter les personnes de connaissances, de compétences, de valeurs et d'attitudes dont ils ont besoin pour devenir des agents de changement. Ça, c'est de l'UNESCO en 2021. Et il importe d'éduquer à l'environnement et au changement climatique sans plus tarder, et ce, à tous les niveaux scolaires, même chez les adultes, pour effectuer une transition écologique vers un avenir plus vert et plus libre. Le personnel enseignant, comme je disais, peut s'engager dans un co-apprentissage. Puis ce n'est pas juste moi qui le dis, là, il y a des auteurs qui appuient aussi cette perspective-là de co-apprentissage avec les élèves. Et on peut se sentir très à l'aise de le faire là, avec nos élèves. Alors, j'aimerais ça vous poser la question. Je ne sais pas si là, comme il y en a qui peuvent peut-être ouvrir leur micro, je prendrais peut-être comme une ou deux réactions, là, si c'est possible. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Sûrement qu'il y a des personnes dans le groupe, dans ce grand groupe aujourd'hui, éduquent actuellement à l'environnement et au changement climatique. Est-ce que ça serait possible de donner comme un ou deux exemples de ce que vous faites en classe, des projets intéressants que vous pouvez faire avec vos élèves? Je ne sais pas, Grégoire, si il y aurait une ou deux personnes qui voudraient nous en parler. Ou peut-être que là, les micros Bonjour. sont... Oui? Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Dubuc. Oui, bonjour Anne-Marie. Merci de prendre la parole. Ouais, j'enseigne à l'école Paul-François. Et puis, je suis une enseignante en art, spécialiste en musique. Et j'enseigne les arts visuels, musique et art dramatique pour les élèves de 7-8 cette année. Et à chaque année, on fait un énorme projet interdisciplinaire. Et il y a un thème à chaque année. Et cette année, le thème va être l'eau. Et à la fin de l'année, nous allons présenter une soirée interdisciplinaire, spectacle, art visuel, mais tout va tourner autour de l'eau. Et pour les 7e années, ça a une
une optique un peu plus environnementale par rapport à comment est-ce que les arts visuels peuvent provoquer un questionnement chez les gens par rapport à l'environnement. Donc, exemple, on va peut-être recréer, bon, j'ai oublié le nom en français, mais le Garbage Patch, Ah oui, OK, les îles flottantes de plastique dans l'océan, là. Oui, puis qu'on va littéralement recréer les îles flottantes en demandant aux élèves de ramener tout le plastique qu'ils ont chez eux, les bouteilles de plastique utilisées, puis on va en faire une énorme installation dans le foyer de façon à ce que les gens puissent rentrer puis voir cette œuvre-là avec une petite infographie. Avec les victimes, on va explorer justement l'impact de la pollution dans l'eau qui est rendue insalubre dans les différents pays. C'est aussi un lien avec le cours de géographie sciences humaines et puis le droit à la qualité de la vie. Donc, en art visuel, on va aussi essayer de provoquer. Ça va être les élèves qui vont choisir un projet pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait provoquer un questionnement ou sensibiliser les gens par rapport à ça. Et en musique, c'est une question de se sensibiliser au son de la nature, au son de l'eau. Comment est-ce qu'on peut faire une composition qui peut... fait que je vais demander aux élèves d'aller enregistrer les différentes sonorités que l'eau peut créer chez eux, dehors, dans une source quelque part, et de faire une composition de façon à ce que ça puisse accompagner soit une danse pour le spectacle ou autre. Donc, il y a énormément de potentiel cette année, donc j'explore ça avec les élèves et puis ce qui va se passer en soirée, ça me fait plaisir de faire un partage si ça vous intéresse. Alors voilà. Certainement, ça m'intéresse. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres enseignants de votre école pour ce projet-là? En ce moment, c'est mon idée, à moi seule pour l'instant, mais j'en ai parlé avec certains enseignants et je compte peut-être monter quelques unités interdisciplinaires pour la deuxième partie de l'année parce que ça va être là où on va faire le focus un peu plus par rapport aux cours de sciences sociales, par exemple, avec le 10e année. Donc, en ce moment, je suis juste en train de bâtir certains fondements. Les élèves apprennent à jouer les instruments, ils parlent des fondements de leur connaissance en art, des éléments, etc., d'analyse. Puis après ça, on va y aller avec la présentation. Je vous encourage. Excusez, je vous encourage à aller chercher l'appui de vos collègues, de la direction d'école. Et il y a moyen aussi d'aller chercher des fonds. Hein. Il y a plusieurs organismes qui s'intéressent à l'éducation à l'environnement et au changement climatique, là, comme l'éducation au service de la Terre, qui peuvent offrir des bourses à des enseignants pour avoir des projets comme ça. Donc, moi, je vous invite à aller voir là, des organismes comme ça qui pourraient vous aider. Est-ce que peut-être une autre personne, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, ça m'intéresse. J'espère que vous allez me tenir au courant. Donc, peut-être une autre personne, je ne sais pas, peut-être au primaire. Oui? Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux parler? Oui, absolument. C'est Madame Dauman, je suis enseignante à l'école Omer Deslauriers. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend très bien. Oui. Donc, si vous permettez, moi, j'aimerais vraiment vous partager une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques petites années. Cela ne veut pas dire que c'est terminé. Je suis une environnementaliste et je pense que c'est pour moi de vivre dans la nature, c'est phytothérapeutique. Ça m'apporte tellement de bien et puis je vis au quotidien avec mes élèves dans cet esprit-là. Actuellement, j'ai sur le bord de ma fenêtre une belle petite pépinière où j'ai plein de plantes, où mes élèves viennent les arroser le matin, on en parle, on fait des liens avec ce qu'on vit à tous les jours. Mais j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue à l'école Tri des Bois. J'arrive dans une école et c'est ma première expérience avec le primaire, le niveau moyen. J'ai toujours été enseignante de secondaire. Et là, j'en parle, j'hérite d'une classe où plusieurs cas étaient extrêmes dans le sens où c'est une école où plus aucun enseignant n'avait la capacité de l'apprendre parce qu'il y avait beaucoup de cas d'anxiété, beaucoup de problématiques
dans ce groupe-là. Et là, j'en parle, j'essaye de faire de la motivation à tous les matins. Puis j'en parlais d'un projet que j'avais effectué à Montréal pour la construction d'un puits dans des pays pauvres. Et là, je vois les petits yeux de mes élèves qui s'illuminent. Et on me dit, Madame, pourquoi on n'en ferait pas? J'ai dit, ben non, ça prend, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, c'est difficile, c'est ardu. Et là, mais maman Dieu, ça a été vraiment un déclic, ça a réveillé plus de un. Juste pour faire court, c'est un projet que finalement, nous avons réussi à mener malgré que pour demander la subvention, pas la subvention, pour faire la demande pour les levées de fonds, les délais étaient terminés, mais ils m'ont poussé. Alors, j'arrive le lendemain matin en classe, les élèves avaient déjà entrepris par eux-mêmes des projets. Ils m'ont dit, Madame, on embarque dans le projet. J'ai dit, non, il n'est pas question, les délais, c'est terminé, il faut faire une demande, ça prend des étapes, mais ils ont fini par me convaincre qu'ils étaient vraiment, et je me suis dit, c'est peut-être l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'ils vont retrouver la vie, l'envie de venir à l'école, et puis que ça va peut-être nous aider à cheminer durant l'année. Et on a écrit à la direction d'école, qui est venue assister à une présentation en salle de classe. Elle a été charmée par le projet. On a mené une levée de fonds. Justin Trudeau a contribué parce que les élèves ont vendu des produits, ont fait à toutes les occasions possibles. Juste pour vous dire qu'on a réussi à faire 2 puits. Ah, fantastique. Oui, écoutez, c'est vraiment intéressant votre présentation, puis je vous encourage à continuer. Je vais devoir vous interrompre parce que j'ai quand même encore beaucoup de choses à mentionner, mais je vous remercie infiniment, puis je vous encourage à continuer là, cette culture de plantes dans vos classes, puis cet intérêt-là que vous avez comme éducatrice environnementale. Merci, madame. Alors, je vais maintenant passer à des ressources beaucoup plus concrètes, justement, là, pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Alors, comme on a abordé un peu le sujet, là, comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment important de favoriser l'inter et la transdisciplinarité, comme la dame mentionnait tout à l'heure, qu'elle a un projet là, interdisciplinaire avec les sciences humaines, les sciences, l'art et la musique et tout ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait vivre des projets de sens aux élèves et vous pouvez vraiment éduquer à l'environnement et au changement climatique dans toutes les disciplines qui sont mentionnées ici et j'en passe. Puis les thèmes qu'on peut aborder, ils sont multiples: surconsommation d'énergie et de ressources, changement climatique, menaces pour les écosystèmes et les populations, déclin de la biodiversité, la perte d'habitat, santé, environnement, effet de serre, les conséquences, le gaspillage alimentaire, savoir autochtone et protection de la nature, engagement communautaire, énergie verte ou renouvelable, atténuation ou adaptation au changement climatique. Je vais y revenir bientôt. Et il y a beaucoup d'approches aussi que vous pouvez utiliser pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Sans doute qu'il y a des approches là-dedans que vous connaissez. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé au niveau d'éducation autochtone, de l'utilisation d'histoire. Alors, surtout avec les plus petits, mais aussi avec les plus vieux, mais avec les petits, ça fonctionne vraiment bien de travailler avec des histoires. Vous avez l'éducation à la relation au milieu naturel, donc tout le fait d'aller dehors, l'éducation, le outdoor education, c'est vraiment ici. L'apprentissage expérientiel, c'est vraiment par l'expérience. Les élèves sont impliqués dans des projets concrets. L'éducation au futur, le futur positif, vous les faites imaginer c'est quoi leur futur, leur maison du futur, leur ville du futur. Ça peut être vraiment intéressant. L'approche accélérée de recherche participative, ça, c'est vraiment, on peut aller chercher des experts et faire des visites dans le milieu. L'éducation aux valeurs environnementales, le débat, puis toutes les questions de controverse environnementale, pour ou contre le maquillage, qu'est-ce que ça fait? Il y a des produits chimiques, tous les produits cosmétiques, l'industrie cosmétique, l'industrie du vêtement. Il y a d'énormes débats qu'on peut faire là-dessus pour développer l'esprit critique des élèves.
L'enquête appréciative, donc une enquête où on pourrait aller, par exemple, faire une étude de milieu et voir, bon, c'est quoi les ressources du milieu qu'on pourrait, comment je pourrais dire, donc, mettre en évidence. L'approche critique, résolution de problèmes, prise de décision environnementale, éducation à la viabilité urbaine. Il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Donc, je vais être obligée d'accélérer, là, mais vous allez pouvoir avoir cette présentation-là, j'en suis certaine. On va pouvoir l'acheminer. Bon, résolution de problèmes environnementaux, c'est vraiment de trouver des solutions. Donc, les élèves vont être amenés à résoudre un problème environnemental. Et après, il peut y avoir une action environnementale. Alors, vous avez ici l'apprentissage expérientiel. On est vraiment dans le vécu. La démarche se termine par une réflexion sur le vécu. Les valeurs, bon, on prend le temps d'écouter les autres, de prendre position. L'intégration d'histoire, ça, j'en ai parlé. L'éducation dans le futur, donc comment on imagine. L'approche critique, donc apprendre aux élèves à critiquer des documents ou des situations en lien avec des sujets environnementaux, comme les fameuses courbes, où on s'en va. On s'en va à 5 degrés, plus 5 degrés d'ici 10 ans, ou est-ce qu'on maintient à 1,5 degrés? C'est des belles questions à faire aussi avec, on peut faire des mathématiques avec ça. Puis ici, quand on parle d'éducation au changement climatique, on parle généralement de deux grands volets. L'éducation aux mesures d'atténuation au changement climatique et l'éducation aux mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, l'atténuation, c'est le fait de ce qu'on appelle en anglais la remediation. Donc, on va comme diminuer l'impact pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, ici, j'ai sélectionné là, certains termes que vous pourriez aborder, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. Dans le nouveau programme, on parle éduquer à la conservation de l'énergie en 5e année. C'était aussi dans l'ancien programme. Mais on peut éduquer à travailler sur la consommation d'énergie, sur la question des maisons, la grosseur des maisons plus petites, fermer les lumières, les ordinateurs. C'est quoi la consommation d'un ordinateur qu'on laisse fonctionner là, durant la journée? C'est quoi l'impact? Baisser le chauffage la nuit quand on quitte. Donc, développer des comportements pro-environnementaux, éduquer au transport responsable, encore matière et énergie, dispositifs électriques 6e année, se déplacer à vélo, à pied, en transport en commun, transformer les voies de communication en pistes cyclables, encourager les vélos électriques, transformer le transport en commun pour permettre plus de travail individuel. Peut-être que ça serait intéressant d'avoir des nouveaux autobus ou des trains avec comme des petites cabines où on peut travailler individuellement. On aurait peut-être envie d'aller étudier là. Étudier comment diminuer les coûts du transport en commun ou le rendre gratuit, aborder la question de taxer les acheteurs de grosses voitures, même électriques, sauf quand le travail, bon, il y en a qui, leur travail demande d'avoir quelque chose de gros pour transporter du matériel et tout ça. Aborder aussi le sujet des autos électriques qui, soit dit en passant, ne sont pas une panacée parce que ça crée beaucoup de GES, la production des batteries, des batteries qui sont dans les voitures. C'est très polluant. Ça fait aussi une exploitation minière qui peut être très dangereuse au niveau environnemental, là, avec le lithium et tout ça. Éducation au changement climatique, c'est aussi dans les domaines de conservation de l'énergie et des ressources et du corps humain en 5e année. Vous avez éduqué à la consommation responsable, diminuer notre consommation de biens, vivre mieux avec moins, l'industrie du vêtement, comme j'en parlais tantôt, étudier les villes vertes, les maisons saines, lutter contre l'étalement urbain, développer des villes de loisirs, des belles villes où il fait bon vivre, des villes en santé, éduquer à la santé, les systèmes vivants santé, système du corps humain, manger mieux pour une meilleure santé, étudier les régimes alimentaires pour diminuer notre consommation de viande. Ensuite, on a encore une fois d'autres projets mobilisateurs qui pourraient aborder les contenus suivants: prévention de la pollution de l'air en 2e année, en 5e année, gestion des déchets et le recyclage toutes les années, protection des mers et des océans, système vivant 4e, 6e année, économie circulaire, terre et espace 5e année. Bon, je suis une spécialiste de l'élémentaire, c'est pour ça que je ne vais pas nécessairement dans les années plus
du temps, Grégoire? Bon, il nous reste Allô? approximativement, oui, bonjour, il nous reste approximativement 6 minutes. On vous avait perdu là, un petit, une vingtaine de secondes, mais là, vous êtes de retour. Oui, puis vous voyez encore mon écran? Oui, absolument. Oui, Bon, absolument. ben là, vu qu'il me reste juste, en tout cas, je passe rapidement, là, j'ai fait un peu comme un inventaire de certains éléments qu'on pourrait aborder, tu sais, comme les avions, l'avion, sur le vol en 6e année, on peut parler de l'avion, prendre l'avion. C'est quoi l'impact environnemental d'un vol d'avion? On dit maintenant que ça produit énormément de GES, les vols en avion. Donc, on doit limiter le transport en avion. Il y a même déjà des gens qui ne veulent plus prendre l'avion parce qu'ils se rendent compte que ça produit trop de GES. Il y a des multiples ressources qui existent pour éduquer au changement climatique. Alors, justement, Grégoire, vous en parlez au début. Je suis très fière du tableau STE, qui s'appelait anciennement le tableau ST pour tableau sciences technologies, mais maintenant on l'appelle le tableau sciences technologies environnement. C'est un tableau que vous pouvez retrouver à l'adresse qui est indiquée en haut. Avec mon équipe, on a élaboré ce projet-là. On a eu une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et on a travaillé avec des équipes d'enseignants du Québec et de l'Ontario pour développer un partage de ressources de 53 leçons ou séquences de leçons complètes, tout expliqué avec des photos, les plans de leçons, des documents d'évaluation à certains moments, des capsules scientifiques. Alors, je vous invite chaleureusement à les visiter. Vous allez voir qu'il y a des cases où il y a des nouvelles pratiques qui ont été intégrées, des nouveaux titres, mais le travail est encore, c'est un work in progress, on est en train de compléter ces espaces-là. Puis il y a des nouvelles pratiques en éducation à l'environnement, comme il y en a une sur les plantes médicinales que j'ai fait avec Diane Campeau, qu'on va intégrer. Il y en a une aussi avec une enseignante de maternelle sur la forêt et les arbres. Donc, il va y avoir 2 pratiques en maternelle, au préscolaire. Il y a aussi une pratique que je vais développer avec Diane Campeau sur l'orignal, une sur le changement climatique aussi. Et je vous invite, si vous avez un intérêt pour peut-être expérimenter ces pratiques-là dans votre salle de classe, les nouvelles pratiques, et même les anciennes, moi, je vous invite à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir là, de peut-être essayer d'initier un petit projet avec vous. Alors, les Nations unies ont une panoplie de documents que vous pouvez utiliser. Allez sur le site des Nations unies, de l'ONU, vous allez trouver tellement de ressources. Une ressource que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, le changement climatique et mode de vie. Donc, on doit changer nos modes de vie. Hein? Si on veut lutter contre les changements climatiques, on doit vraiment regarder comment on vit. Cette ressource-là, ici, je parlais des organismes plus près de nous là, qui peuvent peut-être ouvrir des subventions aux enseignants. Cet organisme-là qui s'appelle Éducation au service de la Terre, LST, qui est situé ici à Ottawa, c'est un organisme que vous pouvez aller voir toutes leurs ressources éducatives et aussi voir s'ils n'ont pas des programmes pour vous donner des subventions. Je vois ça justement, subventions. Ici, bon, une autre ressource de l'ONU, ressources pour l'éducation au changement climatique, il y a toute une liste de ressources à l'intérieur de ce document-là. Vous avez les éco-écoles. Certains d'entre vous êtes déjà probablement membres de ce réseau éco-école-là. Alors, je vous encourage à le faire si vous ne l'êtes pas. La petite vidéo tout à l'heure sur les changements, sur l'effet de serre, ça venait de Carbone scolaire au Québec. C'est vraiment intéressant, cette bourse du carbone-là, puis ça peut donner aussi des outils pour faire des mathématiques. Donc, quand on parle des STEM, il y a des mathématiques qu'on peut faire avec la bourse du carbone. Puis, bon, écoutez, il y a beaucoup d'autres ressources aussi que je vais vous partager là, avec un document que je vais faire circuler là, au CFORP. Et je veux, en terminant, vous remercier pour votre attention, vous remercier pour votre engagement. Et je veux vous dire que vous avez le pouvoir et la liberté d'éduquer à l'environnement et au changement climatique, et ça pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de toute la société. Donc, je vous encourage
énormément à le faire. Vous allez en trouver énormément de bénéfices. Et je pense qu'on retrouve aussi un bien-être à le faire. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de trouver une paix intérieure à éduquer à l'environnement et au changement climatique, parce que quand on se rapproche de la nature, on retrouve justement cette paix-là. Donc, je voudrais peut-être remercier aussi 2 personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette présentation. Isabelle Lefebvre, qui est doctorante à la faculté de droit. Je la remercie, Isabelle, surtout pour la question de tous les accords internationaux, tout l'aspect légal en lien avec l'éducation au changement climatique, et aussi Diane Pruneau, qui est ma collègue, avec lequel on mène un projet sur la pensée design. La pensée design aussi, c'est une autre approche qu'on peut utiliser en éducation au changement climatique. Donc, je le mettrai aussi dans les ressources. On a développé un guide pédagogique en pensée design. Donc, pendant que j'y pense. Alors, là-dessus, je vous remercie infiniment. Encore une fois, merci au Centre franco-ontarien de m'avoir permis d'utiliser cette tribune-là pour m'adresser à vous. Et je ne sais pas s'il y aurait du temps pour quelques questions. Le forum est ouvert. Alors, elles Oui, sont très bonjour, bienvenues. Patricia, Horizon Jeunesse, Ontario. Nous avons un projet d'école, je voulais intervenir pour vous dire, nous avons un projet d'école, co-école, et nous avons mis en place, avec l'aide d'un agronome qui va retourner en France malheureusement, avec les parents, un jardin. D'accord. Oui, le jardinage scolaire. Le jardinage scolaire, j'en ai pas parlé, là, mais c'est quand on regarde là, les bases de données au niveau de l'éducation à l'environnement, au changement climatique, là, tous les projets de jardinage scolaire, il y en a beaucoup, beaucoup. Puis ça, pas juste au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe. Puis c'est vraiment, ça, c'est des projets où on peut aussi impliquer beaucoup les parents, la communauté, les personnes retraitées. Il y en a de plus en plus dans notre société. Là, elles seraient sans doute charmées de venir donner un coup de main dans des projets de jardinage scolaire à l'école. Je vous encourage fortement. Notre prochain objectif, c'est d'inclure les Premières Nations. Et comme le Conseil Viamont nous a donné une formation sur les Premières Nations, j'ai cliqué tout à l'heure quand vous avez dit que vous avez une personne de 30 ans qui n'aimait pas la nature. J'ai ma fille qui n'aime pas la nature parce qu'elle n'aime pas les moustiques. Et comme nous sommes sortis avec son ami, je lui ai montré la plante des Premières Nations qui ressemble à un faux plantain pour s'occuper des piqûres de moustiques. Et j'étais assez étonnée qu'aussi d'autres personnes en Bulgarie, en Roumanie connaissent cette plante déjà. Et c'est par là que je m'en viens. Je me dis que rien n'est perdu parce que même ma fille qui n'aime pas aller dans la nature, finalement, après, elle a réussi. Elle a été dans la nature à la nuit. Elle m'a dit, je n'ai pas trouvé la plante. D'accord. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. Oui, il y a M. Jacques qui avait la main levée. C'est à toi, Jacques. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Oui. Docteur Dion, merci. Après 20 ans de carrière, par contre, je trouve que dans la présentation d'aujourd'hui, il y avait beaucoup du déjà vu, dans le sens que ce que je souhaiterais plutôt à ce stade-ci de ma carrière, là que j'arrive à la retraite, ce serait peut-être une étude de la part de l'Université d'Ottawa sur les empêchements administratifs à l'exécution des programmes dans les salles de classe, dans les écoles. Qu'est-ce qui empêche soit les administrateurs, on va dire les surintendances, les conseils scolaires, même les directions d'école, quelles sont les embûches pour ces gens-là pour aider à la mise en œuvre de la programmation qui est déjà dans le curriculum ontarien? Je prends par exemple les cours de 9e année que j'enseigne en géographie pour être très spécifique. Il y a des unités à l'étude. Il y a des unités à l'étude dans plein de différents programmes. Je pense que la conscientisation est faite depuis longtemps. On a besoin moins de conscientisation, à mon avis, et beaucoup plus de stratégies spécifiques sur comment adresser les manquements, la mise en œuvre que vous avez très bien, encore une fois, mis en évidence, mais que ce n'est pas du nouveau. Alors, je souhaiterais beaucoup ça pour mes collègues qui vont prendre la relève. Moi, j'arrive à la fin de ma carrière, mais c'est un message que j'entends depuis 20 ans. Ce n'est pas pour diminuer, c'était quand même une excellente présentation. Toutefois, comme vous avez bien indiqué, depuis 1977, on en parle.
et c'est dans le curriculum facilement depuis l'an 2000. Alors, quels sont les empêchements? Ça, je pense que ça rendrait un grand service au système scolaire ontarien. Merci. Bien, si je peux me permettre, en tout cas, pour vous, peut-être, vous êtes un spécialiste dans le domaine de la géographie et tout ça. Pour vous, c'est des éléments peut-être que vous avez déjà vus, mais je pense que pour plusieurs enseignantes et enseignants qui n'ont pas nécessairement une formation scientifique, ça peut être, je pense qu'il y a des éléments qui sont vraiment comme importants dans ce qui a été présenté aujourd'hui. Puis au niveau des ressources, il y a énormément de ressources qui existent. Moi, je pense que un des gros problèmes qu'on a, c'est vraiment le cloisonnement des matières. Il y a des études aussi là-dessus. De plus en plus, on promeut l'interdisciplinarité. Puis ça implique aussi que les enseignants devraient travailler ensemble, en collaboration, dans des projets de sens, dans des projets communs. Et avec mon équipe, on a développé toute une compréhension des critères de pratique gagnante que je n'ai pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Mais je pense qu'un des grands obstacles, c'est vraiment le cloisonnement des matières, le fait qu'on travaille tous en silo, dans des petits compartimentés, alors qu'on pourrait vraiment travailler beaucoup plus en collaboration et en inter et en transdisciplinarité. Je pense que ça, c'est la clé. Puis, oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle d'éducation à l'environnement et il y a le curriculum scolaire est chargé. Je pense qu'aussi, il faut valoriser l'éducation à la maison, l'éducation par les parents. Tout ne doit pas reposer non plus juste sur le dos des parents, c'est-à-dire des enseignants. Il faut aussi que ça soit une responsabilité partagée par toute la société. Vous avez bien raison. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de carrière et des belles années là, à la retraite où vous allez peut-être pouvoir œuvrer comme ambassadeur là, pour développer l'éducation au changement climatique, où je vous invite à venir faire cette maîtrise-là, cette recherche-là à l'Université d'Ottawa, si vous voulez. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce qu'on a le temps, Grégoire, pour une ou deux autres questions? Je vois mon ami Mondaire. Bonjour, Mondaire. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Alors, je suis Kwasi Rufin Kwadio. Alors, je suis à l'école Sainte-Trinité Oakville, en Ontario. Alors, je voudrais, je ne sais pas si ça a été évoqué par mes collègues avant, parce que j'ai pris la rencontre un peu, je veux dire, près d'une demi-heure de retard. Alors, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est possible que nous puissions bénéficier, parce que j'ai cru vous entendre, Madame Liliane dit que ces dossiers seront déposés au CFORP. Alors, si c'est possible, ça nous fera beaucoup plaisir parce que